Ah oui, auditores, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une tour médiévale en plein cœur de Paris, mais alors très mystérieuse. Sombre, austère. Vous savez, c'est la tour de l'ordre énigmatique des Templiers, où l'on rêve des caisses remplies d'or de leurs mystérieux trésors. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi la prison de Louis XVI et Marie-Antoinette avant leur exécution, lors de la terrible Révolution française. Mais vous allez bien vite voir que la tour renferme de terribles secrets. C'est parti? Allez, on y va. Tout commence avec les Templiers. À la fin du XIIe siècle, l'ordre du Temple acquiert une expansion sans précédent. En effet, les Templiers, dans leur devoir de protéger les États latins d'Orient et puis aussi d'accompagner les pèlerins vers Jérusalem, ils se voient très vite octroyer des fonctions financières, de commandement, mais surtout financières. Ce qui fait la richesse des Templiers, surtout, ce sont ses propres membres qui, lorsqu'ils revêtent la tunique croisée, doivent reverser l'intégralité de leurs biens à l'ordre. Évidemment, vœu de pauvreté. Les commanderies disséminées dans toutes les campagnes françaises perçoivent donc des terres, des seigneuries, des moulins, des droits de péage, des paysans avec. Bah oui, évidemment, on vend la terre avec tout ce qui grouille au-dessus, donc oui, les paysans. Et tout l'usufruit que cela rapporte sur les marchés, les foires, les marchandises, etc. Il ne faut pas oublier que le fameux trésor des Templiers est avant tout un patrimoine foncier énorme. C'est bien qu'à la fin du XIIIe siècle, le territoire acquis par les Templiers est bien plus grand que le domaine royal. Et parmi ces immenses territoires, on a ce qu'on appelle la Censive du Temple, qui est en fait tout un quartier au nord de Paris. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur ce plan. Et les Templiers y font construire à partir du milieu du XIIIe siècle une importante forteresse, une grosse commanderie centrale si vous voulez, un QG énorme, qui va rassembler en fait les richesses accumulées des quelques 700 commanderies disséminées partout en France. Ils construisent à cette occasion, au centre de ce que l'on appelle l'enclos du temple, situé ici, un imposant donjon de plus de 50 mètres de haut. Ainsi, lorsqu'on arrive sur Paris, notamment venant du nord ou même venant de tous les côtés à la fois, on ne peut pas voir cette immense capitale cernée de remparts sans apercevoir ce grand donjon de 50 mètres qui même est plus grand que le donjon du roi, qui a 2 km à peu près et qui est haut seulement de 30 mètres. C'est petit, hein. Donc c'est un donjon à la base carré, soutenu par 4 tourelles sur ses coins, et sa silhouette est aiguisée par 5 toits pointus qui ornent l'ensemble. Le tout entouré d'un profond fossé rempli d'eau comme on savait le faire au Moyen-Âge. Et les murs sont très épais, plus de 3 mètres d'épaisseur. Le bunker, le machin. Vraiment. Tout est conçu en fait pour protéger et accueillir l'immense trésor des Templiers. Le roi Louis VII lui-même, voyant à quel point ce complexe est à la pointe de la technique architecturale de l'époque, décide de transférer tout le trésor du domaine royal, appartenant au roi de France, au temple, aux Templiers, les ennemis territoriaux de la France quand même. Donc la Cour des comptes royaux et son administration financière, toute la paperasse, est dirigée par les Templiers donc. Et cela est grandement arrangeant pour les affaires du roi. En effet, la couronne, bon, pas forcément Louis VII, ses prédécesseurs et ses successeurs auront eu tellement les yeux plus gros que le ventre qu'ils auront eu besoin d'emprunts de manière terriblement fréquente. Donc la présence des Templiers, et de leur richesse surtout, est une aubaine. Jusqu'au jour où la Banque providentielle des rois de France décide de ne plus suivre ces demandes incessantes d'emprunt. Les dignitaires de l'ordre ont bien compris le petit jeu auquel le monarque de France joue. Il demande et demande encore, promet de futurs remboursements ultérieurs qui ne se font jamais. À ce moment-là, c'est Philippe IV le Bel qui est à la tête de la France, et ses affaires financières ne sont pas très folichonnes. On peut clairement dire qu'il est dans le rouge. Et le refus de sa banque, enfin des Templiers, est très contrariant pour ce caractère un peu impétueux. Et pourtant, il ne peut rien exiger des Templiers. Même s'ils sont sur le territoire français, les Templiers ne dépendent uniquement du pape, puisque c'est un ordre religieux. Et pourtant, le déficit national auquel est confronté Philippe IV le Bel est complètement un gouffre sans fond. C'est pire que le trou de la sécu. Le roi Philippe n'a d'autre choix que de tenter de supprimer l'ordre par la force. Donc il les accuse à tort, très probablement à tort, d'hérésie, de multiples obscénités, de reniement de la croix,
de sodomie aussi, et plein d'autres choses fantastiques. En faisant cela, il pense évidemment sans doute rempocher tout le trésor ultérieurement, une fois que l'ordre sera aboli. Mais que nenni, quand il arrive au donjon du temple, il n'y a vraiment quasiment rien. C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. C'est la chute de l'ordre bicentenaire, une partie des Templiers sont brûlés vifs, notamment Jacques de Molay, le grand maître du temple, et puis 2 de ses compagnons, et le grand enclos du temple est légué à des plus ou moins proches cousins des Templiers. En fait, c'est légué à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, alias les Hospitaliers. 1314 exit les Templiers, et les nouveaux propriétaires de la tour n'ont, semble-t-il, pas forcément l'aura démesurée qu'auront eu ses prédécesseurs, les Templiers. Ils délaissent en fait cette grosse tour qui ne leur sert à rien au fil des âges, cela devient une prison, une poudrière. Alors que la vieille tour templière sombre petit à petit dans l'ombre des pensées, on voit surgir à partir de 1667 un immense palais énorme au pied de la tour, destiné aux grands prieurs de l'ordre des Hospitaliers, car leur QG est toujours au temple, et des soirées festives assez interminables y seront organisées à partir du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, l'expression délicate « boire comme un templier » nous en dit long sur les sobres activités proposées par ces soirées. Encore une fois, le titre de grand prieur, le big boss de l'ordre en fait, perd de son attrait chevaleresque. Le prince de Conti, le comte d'Artois, frère du roi Louis XVI, futur Charles X, ajouteront le titre de grand prieur à leur multitude d'autres titres, à croire qu'il n'y a plus tellement besoin d'être moine pour honorer l'habit. Bref, les décennies passent dans l'insouciance, mais l'ombre de la Révolution pointe le bout de son nez. Vous savez, durant la fin du XVIIIe siècle, les événements s'enchaînent avec une vitesse assez effroyable, il faut le dire, surtout à partir de 1788-89, la monarchie tombe, la terreur s'installe, la famille royale est emprisonnée au temple. Alors quand on dit à Louis XVI et Marie-Antoinette qu'ils vont être gardés au temple, ils se disent bon, ça va aller en fait, puisqu'ils connaissent évidemment cet immense palais, ils savent qu'il y avait des grandes soirées, que ce palais est plutôt luxueux, ils se disent que tout va bien se passer. Mais en fait non, ils sont très loin de s'imaginer qu'ils ne vont pas être incarcérés dans ce splendide palais, ils vont être incarcérés dans l'affreuse tour médiévale complètement abandonnée en ruine, en état de ruine. C'est vrai qu'ils sont bien loin de s'en douter. Dès leur arrivée au temple, dans la soirée du 13 août 1792, on leur sert un grand dîner avec poulard de rôti dans les grands salons de ce merveilleux palais. Mais évidemment, ce dont ils ne se doutent pas, c'est le jeu assez vicieux des révolutionnaires, c'est l'idée de les faire décrépir petit à petit dans l'ombre de cette merveilleuse tour du temple, cet affreux bâtiment gothique. Donc on avait réaménagé très brièvement l'édifice, on a divisé chaque étage en plusieurs pièces compartimentées, avec du papier peint et des faux plafonds pour dissimuler les fissures des murs et des voûtes. Louis XVI est d'office séparé de sa famille. Bon certes, les premières semaines, Louis XVI a des valets de chambre, Marie-Antoinette a des dames de compagnie, tout semble aller pour le mieux, enfin voilà. Même le mobilier servi est d'un petit luxe incontestable, il faut le reconnaître. Mais en fait, tout n'est que mise en scène, parce qu'au fur et à mesure, on va leur enlever tous les objets nécessaires, leurs dames de compagnie, leurs valets de chambre, jusqu'à se servir eux-mêmes. Quelle idée! Mais c'est ça que veulent ces révolutionnaires. Ils veulent les voir se décomposer en fait de leur substance royale et se dégrader de plus en plus. Et on ne parle pas du pauvre petit Louis XVII, l'enfant de Marie-Antoinette et de Louis XVI. C'est le dauphin, le prochain successeur sur le trône, donc il sera séparé de ses parents. En réalité, il devient une sorte de petit rat de laboratoire sur qui on s'essayait à la manipulation, au lavage de cerveau, on le faisait boire comme un trou jusqu'à ce qu'il perde la raison, jusqu'à ce qu'il se mette à dire des obscénités envers sa mère, et au final, il devient l'esclave de son propre geôlier. Et notamment, il est impliqué dans le procès de sa mère, le procès de Marie-Antoinette, mais pas de la manière la plus fantastique qui soit. On en profite qu'il soit complètement ivre, je rappelle qu'il n'a que 10 ans, le pauvre gamin, pour lui faire signer une reconnaissance d'inceste de sa mère. Donc tout cela pour rajouter au témoignage à charge de la reine Marie-Antoinette lors de son procès. Donc âgé de pas plus de 10 printemps, le petit Louis Capet meurt dans d'atroces souffrances, dans une geôle irrespirable, sans lumière, complètement étouffante, humide, après 3 longues années de captivité tout de même. Une théorie fleurit. Peut-être que Louis XVII n'est pas mort à la prison du Temple, peut-être qu'on l'a substitué, peut-être que même Robespierre cachait bien son jeu, était un fervent royaliste, et qu'il a sauvé Louis XVII, le dauphin, faisant mourir un autre gamin dans la cellule, et ainsi faire passer le vrai Louis XVII en Autriche ou en Prusse. Et oui. Bon, les théories fleurissent clairement,
La théorie officielle, c'est que Louis XVII est mort dans cette tour du Temple. Ce n'est pas forcément la théorie la plus avantageuse pour la Révolution non plus. Quoi qu'il en soit, la seule survivante de cette horreur, c'est Marie-Thérèse, la sœur de Louis XVII, on l'a surnommée Madame Royale, et elle vivra hors de France, avec une vie plutôt hantée par ses crimes abominables et les meurtres successifs de tous les membres de sa famille. Témoin d'atroces souvenirs, on peut le dire, la tour du Temple est en fait un rappel de cette famille martyre pour Napoléon. En conséquence, Napoléon la rase du ciel parisien en 1808. Et voilà l'histoire de la mystérieuse tour du Temple. Et vous aurez peut-être remarqué la petite pub que j'ai faite depuis le début de la vidéo avec ce merveilleux bouquin que je vous conseille fortement de lire si vous voulez poursuivre sur ce sujet. C'est donc La famille royale au Temple, le remords de la Révolution. C'est signé Charles-Éloi Vial, édité chez Perrin, c'est facile à lire, c'est bourré d'informations et c'est fantastique. Je vous le conseille vivement. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, pourquoi pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Postscriptum.